Un seul décret peut ruiner un pays sans jamais le nommer. C'est là toute la contradiction. Officiellement, Washington parle de commerce, de tarifs, de règles douanières. Mais dans les faits, ce qui vient d'être signé transforme le marché américain en arme de pression mondiale. Et cette fois, Cuba n'est même pas la véritable cible. Le texte est simple, presque anodin. Les États-Unis pourront imposer des droits de douane à tout pays qui fournit du pétrole à Cuba, directement ou indirectement. Cette précision est explosive parce qu'elle ne vise pas seulement les gouvernements. Elle vise les compagnies maritimes, les banques, les assureurs, les intermédiaires invisibles. Et soudain, la question te concerne toi, pas idéologiquement, économiquement. Si ton pays ou une entreprise de ton pays touche à l'énergie cubaine, même à distance, son accès aux consommateurs américains peut être menacé. Pas demain, pas après débat, immédiatement. Mais voici la partie la plus troublante. Ce décret ne parle pas vraiment de Cuba. Il parle de qui contrôle encore les chaînes mondiales. Qui peut forcer les autres à choisir? Et jusqu'où cette logique peut aller? Parce que ce qui commence ici ne s'arrête pas à une île. Ce qui vient de se produire n'est pas un incident isolé, c'est un signal. Officiellement, l'administration américaine annonce une mesure ciblée, sanctionner les pays qui continuent d'alimenter Cuba en pétrole. Mais si on regarde de plus près, seulement une partie de l'histoire est racontée. Pas les motivations complètes, pas le timing réel, pas le précédent que cela crée. Le cœur de l'événement, c'est ce nouveau mécanisme, des droits de douane imposés non pas aux pays visés, mais à ceux qui commercent avec lui. Une logique de punition indirecte. Le message est simple. Si tu aides l'adversaire, tu deviens l'adversaire, même si tu n'es pas en conflit avec Washington, même si tu es un partenaire commercial. Et ce détail change tout parce qu'il transforme une décision bilatérale en règle systémique. Il ne s'agit plus de Cuba contre les États-Unis. Il s'agit d'un test. Jusqu'où un pays peut utiliser la taille de son marché pour discipliner les autres. Mais pose-toi cette question. Si cette méthode fonctionne ici, pourquoi s'arrêterait-elle là? Pourquoi ne pas l'appliquer à d'autres secteurs, d'autres pays, d'autres alliances? Et surtout, pourquoi maintenant? Parce que c'est précisément à ce moment-là que le dossier devient beaucoup plus large. L'affirmation centrale de l'administration est la suivante. Fournir du pétrole à Cuba n'est plus un acte commercial neutre, c'est un acte hostile. Ce n'est pas une interprétation, c'est inscrit dans la logique même du décret. Le texte autorise explicitement des sanctions contre tout pays qui vend directement ou indirectement du pétrole à Cuba. Ce n'est pas symbolique, c'est opérationnel. Le mot « indirectement » élargit immédiatement le champ. Il inclut les intermédiaires logistiques, les sociétés de transport, les montages financiers, toute entité qui rend cette énergie possible. Et l'administration va plus loin. Elle qualifie ces mesures de tarifs de représailles. Ce mot est essentiel. Une représaille suppose une agression préalable. Autrement dit, l'approvisionnement énergétique de Cuba est traité comme une attaque contre les intérêts américains, pas comme un désaccord, pas comme une divergence diplomatique. Mais observe ce qui n'est jamais précisé. Aucun seuil, aucun volume, aucun calendrier. Le décret ne dit pas combien de barils déclenche la sanction, ni quand, ni à quel taux. Cette absence n'est pas un oubli, c'est une arme, parce que l'incertitude paralyse plus vite qu'un chiffre. Les marchés, les assureurs, les armateurs n'attendent pas la sanction. Ils se retirent avant. Et c'est exactement l'effet recherché. Voici où l'histoire bascule. Ce mécanisme ne vise pas seulement à punir, il vise à faire disparaître le commerce avant même qu'il n'ait lieu. À partir de là, la situation change de rythme. Ce qui était présenté comme une mesure exceptionnelle commence à ressembler à une nouvelle norme. L'usage de droits de douane comme outil de sécurité nationale n'est pas entièrement nouveau, mais ici, il franchit un seuil. Historiquement, les sanctions visaient un État précis, avec des règles claires et des exemptions négociées. Cette fois, la logique est plus brute. Si un pays alimente Cuba en énergie, il s'expose à des pertes économiques sur un marché qui lui est vital. Et ce glissement est crucial, parce qu'il banalise l'idée que le commerce mondial peut être reconfiguré unilatéralement, sans négociation multilatérale, sans arbitrage. Ce qui était autrefois une mesure d'urgence devient un mode opératoire. Regarde comment cela s'installe. Le décret ne provoque pas de choc immédiat, pas d'annonce de tarifs précis.
Il crée une attente, une menace permanente. Et très vite, cette menace commence à être intégrée dans les calculs des États et des entreprises comme une donnée normale. Mais voici la partie que beaucoup n'osent pas formuler. Une fois que ce type de pression est accepté contre Cuba, il devient beaucoup plus facile de l'utiliser ailleurs, contre d'autres pays, d'autres secteurs, d'autres désaccords. Et c'est là que l'escalade devient systémique, parce que ce qui était exceptionnel commence à définir les règles du jeu. La justification officielle ne s'arrête pas au commerce. Elle change de registre. Elle entre dans le domaine sécuritaire. L'administration affirme que Cuba n'est pas seulement un régime hostile, mais une plateforme opérationnelle pour des puissances adverses. Le point clé avancé est précis. L'île abriterait la plus grande installation de renseignement russe à l'étranger dédiée à l'interception de communications américaines. Autrement dit, à quelques dizaines de kilomètres des côtes américaines, une infrastructure étrangère collecte des données sensibles. Et c'est ici que la contradiction apparaît. D'un côté, Washington affirme vouloir protéger la sécurité nationale. De l'autre, il ne frappe pas directement cette infrastructure. Il frappe le carburant qui permet à l'État cubain de fonctionner, l'électricité, les transports, les réseaux, le quotidien. La logique est implacable. Si le pétrole disparaît, la capacité de Cuba à héberger, soutenir et alimenter ses installations se dégrade. Fournir de l'énergie à Cuba devient alors, dans ce cadre, un acte qui prolonge la présence russe et chinoise dans la région. Mais remarque ce déplacement. Les tarifs ne visent plus à corriger un comportement précis. Ils visent à rendre un pays invivable comme partenaire stratégique. Ce n'est plus une sanction. C'est une stratégie de déni. Et à partir de là, il devient impossible de voir cette mesure comme temporaire. À partir de ce point, tout s'accélère. D'abord, la source principale de soutien énergétique de Cuba disparaît. Le Venezuela, longtemps pilier économique du régime, ne joue plus ce rôle. Ensuite, toute tentative de remplacement devient immédiatement risquée. Chaque cargaison potentielle attire désormais l'attention de Washington. Chaque transaction devient un pari. En parallèle, le discours se durcit. Le régime cubain est décrit comme proche de l'effondrement, privé de revenus, privé de soutien, privé d'options. Et cette évaluation n'est pas abstraite. Elle sert à justifier l'urgence de l'action. Puis vient la pression sur les partenaires. Les pays voisins, les alliés commerciaux, même ceux qui n'ont aucun intérêt idéologique à Cuba, se retrouvent pris dans l'engrenage. Continuer à livrer du pétrole, c'est risquer des pertes économiques immédiates. Se retirer, c'est accélérer l'asphyxie de l'île. Tout cela se produit en même temps, sans pause, sans négociation visible et surtout sans mécanisme clair de désescalade. Alors la question devient inévitable. Si ce rythme se maintient, combien de temps un système peut-il fonctionner sans énergie, sans revenus, sans partenaires? Et que se passe-t-il quand il cesse de fonctionner? Quand l'énergie manque, ce ne sont pas des concepts qui s'effondrent, ce sont des routines. L'électricité devient instable, les transports ralentissent, les hôpitaux fonctionnent sous contrainte. Le coût de la vie augmente alors même que les revenus stagnent. Ce ne sont pas des décisions abstraites, ce sont des conséquences vécues. Et c'est là que le mécanisme touche aussi le spectateur, parce que ce type de pression n'a rien d'exceptionnel. Il repose sur une logique familière. Quand un système est privé d'oxygène économique, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui absorbent le choc en premier. Le discours officiel affirme soutenir le peuple contre le régime. Mais dans la réalité quotidienne, la frontière est floue. Une panne ne distingue pas un partisan d'un opposant. Une pénurie ne fait pas de tri politique. Et ce détail change la perception. Parce que si cette stratégie fonctionne ici, elle peut être reproduite ailleurs, sur d'autres populations, dans d'autres contextes. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires. Beaucoup la reconnaissent plus vite qu'ils ne l'admettent. À ce niveau, l'histoire n'est plus une question de Cuba, c'est une question de mécanisme. Ce qui rend cette stratégie possible, ce n'est pas seulement la puissance militaire ou diplomatique, c'est la structure même du système économique mondial, un marché central, hyper attractif, des chaînes d'approvisionnement longues et fragiles, et une dépendance généralisée à l'accès américain pour exporter, assurer, financer. Dans ce cadre, les tarifs deviennent un langage, pas pour échanger,
pour contraindre. Il transforme chaque transaction en test de loyauté. Chaque acteur économique doit anticiper non pas la loi, mais l'intention politique. Et quand l'intention devient floue, la peur fait le travail. C'est là le cœur du levier. Le décret n'a pas besoin d'être appliqué massivement. Il suffit qu'il soit crédible. L'incertitude remplace la coercition directe. Les entreprises se retirent d'elles-mêmes. Les États ajustent leur comportement sans annonce officielle. Ce système favorise un acteur unique, celui qui contrôle l'accès final. Mais il a un coût. Il habitue le monde à une logique où la puissance décide et où la règle s'adapte après coup. Et une fois cette logique installée, il devient très difficile de revenir en arrière. À court terme, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est stable. Dans le premier scénario, la pression fonctionne. Les fournisseurs se retirent, les cargaisons se raréfinent. Cuba perd sa capacité à garantir une énergie minimale. Le régime entre dans une phase de fragilité extrême. Dans ce cadre, Washington garde la main. Les sanctions deviennent une monnaie d'échange. Chaque concession ouvre la porte à un allègement partiel. Le système force l'alignement sans confrontation directe. Mais il existe une autre trajectoire, plus lente, plus imprévisible. Cuba trouve des contournements. Des partenaires acceptent le risque. Des circuits opaques se mettent en place. Le commerce ne disparaît pas, il se déplace. Et à mesure que ces réseaux se consolident, l'effet dissuasif s'érode. Le monde apprend à fonctionner en dehors du centre. Et c'est là que l'incertitude devient stratégique. Plus la pression dure, plus elle pousse à l'adaptation. Plus elle s'étend, plus elle banalise le recours à la coercition économique. Dans les deux cas, une chose est claire, le prochain mouvement n'est pas hypothétique. Il est déjà en préparation. Quelqu'un ajuste déjà sa position, quelqu'un teste déjà la limite. Et la suite dépendra de qui cligne des yeux en premier. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement de Cuba. Elle parle d'un monde où l'économie est devenue le champ de bataille principal. Le pétrole n'est qu'un prétexte. Les tarifs ne sont qu'un outil. Ce qui est réellement en jeu, c'est la capacité d'un acteur à imposer des choix binaires à tous les autres. S'aligner ou perdre l'accès. Coopérer ou absorber le coût. Ce décret résume une nouvelle règle implicite. La puissance ne s'exerce plus seulement par la force, mais par la dépendance. Et plus cette méthode fonctionne, plus elle devient tentante à reproduire ailleurs, sous d'autres justifications, contre d'autres cibles. La question n'est donc pas de savoir si cette stratégie est juste ou efficace. La vraie question est plus inconfortable. Que se passe-t-il quand tout le monde commence à utiliser les mêmes leviers? Parce que ce moment précis n'est peut-être pas une exception. Il pourrait être un aperçu. Si tu veux comprendre ce qui vient ensuite et comment ce type de pouvoir redessine déjà les prochaines crises, abonne-toi. La suite est déjà en mouvement.